Lorsque l'on a un enfant, on espère le meilleur pour lui. On fait en sorte de l'accompagner, le guider, le soutenir pour qu'il puisse devenir un adulte responsable, pour qu'il ait les armes pour affronter ce monde et être heureux. Ce n'est pas facile, mais chaque parent essaie de faire de son mieux. Malheureusement, parfois, cela échoue. On aime, on éduque, on soutient et on ne récolte que le chaos. L'histoire de Daniel Alcette est de celle-là. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette affaire est particulièrement tragique. Daniel aimait ses enfants, il essayait d'être le meilleur père possible pour eux. Malheureusement, sa fille Sierra va lui rendre de la pire des manières. Sans plus attendre, je vous propose donc de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est à Estacada, dans l'Oregon, que naît Daniel le 28 janvier 1976. Il est issu d'une famille installée depuis de nombreuses générations dans l'État, ses ancêtres faisant partie des premiers colons d'Oregon. Il grandit heureux dans une grande famille, ses parents, Christine et Wendell, ont 5 enfants, il a 3 frères et une sœur. Daniel a toujours eu une âme d'artiste, très créatif, il a un véritable talent pour la musique. Il joue de la batterie et du piano. Après avoir obtenu son bac avec la spécialité musique, il s'inscrit à l'université où il décroche une maîtrise de commerce. C'est là qu'il rencontre Elisabeth. C'est le coup de foudre, les deux jeunes gens se trouvent de nombreux points communs. Comme lui, Elisabeth est originaire de l'Oregon et elle a grandi dans une belle famille de 5 enfants. Après un début d'histoire passionnée, le couple se marie le 16 mars 2001. Ensemble, très rapidement, ils auront 3 enfants en 4 ans. D'abord une petite fille, Dana, puis un petit garçon, Jordan, et enfin c'est la petite Sierra qui vient rejoindre la famille en décembre 2005. Un an plus tard, Daniel obtient une intéressante proposition professionnelle, mais pour cela, la famille doit déménager dans le Nevada. Ils partent donc tous les 5 s'installer dans la ville de Las Vegas où Daniel travaille en tant que consultant informatique. Elisabeth est une jeune femme ambitieuse. Après son arrivée à Vegas, elle se lance en politique. Engagée chez les Républicains, elle se présente aux élections pour devenir sénatrice de l'État. La jeune mère de famille mène une campagne fondée sur des valeurs telles que la famille, la moralité et la santé et en 2010, à l'âge de 27 ans, elle devient la plus jeune femme élue au Sénat. Son engagement politique n'est pas sans conséquence sur sa famille. Cela lui demande beaucoup de temps et d'investissement, mais elle peut compter sur son mari, Daniel, qui prend le relais avec les enfants pendant ce temps-là. Il soutient sa femme et est très fier de sa réussite politique. Malheureusement, plus le temps passe, plus le couple s'éloigne l'un de l'autre. Après 10 ans de vie commune, les choses ne vont pas très bien entre Daniel et sa femme. Il commence à trouver qu'elle passe beaucoup de temps avec l'un de ses collaborateurs, Tiger Elgelien. Ils s'envoient de nombreux textos, s'appellent souvent, très souvent, trop souvent. Daniel soupçonne alors sa femme de le tromper. Un jour, il prend l'initiative de contacter Tiger à qui il demande de garder ses distances avec son épouse. Peine perdue. Quelques semaines plus tard, alors qu'Elisabeth est en déplacement professionnel, Daniel se rend compte que Tiger est aussi du voyage. Fou de rage, il est sûr qu'elle le trompe et décide de la confronter. À son retour, il l'accuse d'être infidèle, il lui demande des explications et assez rapidement, le ton monte dans le couple. Des cris, des noms d'oiseaux sont échangés et plus encore. Après la dispute, Daniel est fou de rage, il quitte en furie la maison enfermant Elisabeth qui n'a pas les clés à l'intérieur. Elle contacte aussitôt la police et accuse Daniel de l'avoir touchée de façon inappropriée lors de la dispute et de l'avoir piégé dans la maison. Dans la foulée, Daniel est arrêté et accusé d'obscénité, de coercition et de voies de fait. Pour lui, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le lendemain de sa mise en accusation, il demande le divorce.
Il plaidera coupable des chefs d'accusation retenus contre lui et sera condamné à 6 mois de probation avec obligation de suivre des cours de gestion de colère. Mais les choses ne sont pas réglées, le couple se livre désormais une terrible bataille lors du divorce. Chacun voulant la garde des enfants, le paiement de la pension alimentaire est également au cœur des négociations. Élisabeth est une personnalité politique et son divorce ne passe pas inaperçu. Durant cette période, certains de ses détracteurs l'accusent de ne pas réussir à concilier sa vie de sénatrice et sa vie de mère de famille. Elle est accusée de rater de nombreuses réunions, de ne pas répondre au téléphone, tant et si bien qu'en février 2012, elle démissionne de son poste de sénatrice. Peu de temps après, le divorce est enfin prononcé et c'est elle qui obtient la garde des 3 enfants. Daniel est ravagé après s'être occupé d'eux quasiment exclusivement ces dernières années. Il n'arrive pas à obtenir leur garde. C'est une période extrêmement difficile pour lui, d'autant plus qu'il avait vu juste. Après son divorce, Élisabeth n'hésite plus à afficher son idylle avec Tiger. Pire, le couple vit désormais ensemble et peu de temps plus tard, elle lui annonce qu'elle part avec lui et les enfants vivre en Alaska. Après l'épisode du divorce, la démission de son poste de sénatrice et les attaques de ses détracteurs, elle pense qu'il est alors préférable de se reconstruire loin de tout cela. Pour Daniel, c'est le choc. L'Alaska se trouve à plus de 5000 km de Las Vegas. Il sait qu'il ne pourra donc plus voir ses enfants aussi souvent. Peu de temps après son installation en Alaska, Élisabeth épouse Tiger. Daniel a le cœur brisé, ses enfants lui manquent énormément et il essaie de les voir malgré la distance le plus souvent possible. En attendant, il décide de se concentrer sur son travail. En 2012, il rencontre une nouvelle jeune femme, Bogdana. Cette relation fait beaucoup de bien à Daniel, le couple décide de se marier. Malheureusement, 7 ans plus tard, en 2019, ils divorcent. Cette fois-ci, le divorce se passe bien et Daniel et Bogdana gardent de très bons contacts. Ils gardent d'ailleurs un compte commun sur lequel se trouve un peu d'argent, certainement destiné à couvrir certains frais en commun. Vous verrez que ce détail aura son importance plus tard. Durant ce temps-là, les enfants de Daniel grandissent en Alaska. Quelques années plus tard, Élisabeth, qui durant cette période a travaillé en tant qu'agent immobilier avec son nouveau mari, souhaite revenir s'installer dans le Nevada. Cette nouvelle est un véritable soulagement pour Daniel, il est aux anges, il va enfin pouvoir passer plus de temps avec ses enfants qui sont à présent tous les 3 adolescents. En 2018, Élisabeth se présente une nouvelle fois aux élections pour devenir sénatrice, mais malheureusement pour elle, elle n'est pas élue. En juin 2020, sa plus jeune fille Sierra a 15 ans. Elle rencontre un jeune homme plus âgé qu'elle, un certain Aaron Guerrero, qui lui a 18 ans. C'est un véritable coup de foudre, c'est son premier petit ami et l'adolescente tombe follement amoureuse d'Aaron. Cet amour est réciproque et c'est une belle histoire passionnée que vit la jeune fille. Elle ne voit plus que par lui, il n'y a plus rien d'autre qui compte pour elle, la seule chose qu'elle veut, c'est passer le plus de temps possible avec son amoureux. Parallèlement, les relations avec ses parents se tendent. En pleine crise d'adolescente et folle amoureuse, Sierra devient très distante avec son père qui s'inquiète de la situation. Il avait toujours été proche de sa fille, les nombreux films de famille le montrent, et maintenant qu'elle vit de nouveau près de lui, il est déçu par la distance que Sierra met entre eux. Elle, qui était une petite fille joyeuse, est désormais toujours de mauvaise humeur en famille, elle se renferme sur elle-même et refuse de faire une quelconque activité avec son père. La seule chose qui semble l'intéresser, c'est sa relation avec son petit ami. Daniel tente tant bien que mal de garder le lien avec sa fille, il poste de nombreux messages sur les réseaux sociaux dans lesquels il dit combien il aime sa fille, combien il est fier d'elle, de la jeune fille qu'elle est devenue. Cependant, les tensions avec Daniel ne sont pas les seules, Sierra est aussi en conflit avec sa mère, à tel point qu'elle annonce à Daniel vouloir dorénavant vivre avec lui. Alors j'imagine que son papa devait être plus cool avec elle, notamment sur les sorties.
J'imagine que chez lui, c'était plus facile pour elle de voir son petit ami Aaron. Le problème, c'est que c'est sa mère qui a la garde et elle n'est pas d'accord avec le fait de laisser partir Sierra vivre chez son père. C'est ainsi que Daniel engage alors une nouvelle bataille judiciaire afin d'obtenir la garde de sa petite dernière. Seulement, étant donné que Sierra est chez lui illégalement, la juge lui ordonne de la remettre à sa mère, elle doit retourner vivre avec elle. Mais la jeune fille n'est pas d'accord, sitôt de retour chez sa mère, elle fugue pour retourner vivre chez son père. C'est une situation délicate pour Daniel qui accepte de garder sa fille chez lui contre l'avis du juge. En décembre 2020, Daniel apprend par hasard que sa fille et Aaron planifient de voler leurs parents pour ensuite s'enfuir tous les deux en direction de Los Angeles. Sous le choc, Daniel n'hésite pas un seul instant, même s'ils sont en mauvais termes, il contacte Elisabeth, son ex-femme, pour l'informer de ce qu'il vient de découvrir. Tous les deux se rendent donc chez les parents d'Aaron pour les mettre au courant des plans du jeune couple. Les parents d'Aaron et de Sierra ne voient pas du tout d'un bon œil cette relation qui semble très intense, trop passionnée. Sierra est encore mineure, elle n'a que 15 ans et ils se mettent d'accord pour imposer à leurs enfants de prendre leur distance. Alors, vous imaginez bien que lorsqu'ils annoncent au couple qu'ils ne veulent plus qu'ils se voient et qu'ils veulent qu'ils passent plus de temps chacun de leur côté, ils ne vont pas du tout bien prendre la nouvelle. Pour Sierra, c'est une trahison que vient de lui faire son père. Concernant sa mère, elle connaissait déjà son point de vue, mais elle ne s'attendait pas à ce que son père soit également contre leur relation. Aaron, de son côté, est également très en colère contre ses parents et ceux de sa petite amie. Tous les deux ont beaucoup de rancœur envers ceux qui les empêchent de vivre leur histoire d'amour. Les semaines suivantes, les relations vont être très tendues. Aaron se dispute quotidiennement avec ses parents, il a littéralement la haine contre eux et contre ceux de Sierra. La jeune fille, elle aussi, est révoltée contre la décision de ses parents. Mais les deux jeunes gens n'ont pas du tout l'intention de suivre leurs consignes, ils continuent à se retrouver dès qu'ils le peuvent dans le dos de leurs parents. Pour ses 16 ans, Sierra est triste, Aaron lui fait une belle déclaration sur les réseaux sociaux, mais il n'est pas le seul, son père fait de même. Il pense que sa fille ne voit plus Aaron et il est très touché de la distance qui ne cesse de s'installer entre eux. Il essaie de lui montrer à quel point il aime, à quel point elle compte pour lui, combien il est fier d'elle à travers ses posts sur les réseaux. Quelques mois plus tard, le 8 avril 2021, Bogdana, l'ex-deuxième femme de Daniel, reçoit une alerte de sa banque. D'importants retraits et paiements ont été effectués sur le compte commun qu'elle partage encore avec son mari. Elle trouve cela immédiatement suspect car Daniel ne touche jamais à ce compte sans l'en informer au préalable. De plus, la somme est tout de même assez importante, 1 300 $. Elle décide donc d'envoyer un texto à son ex pour savoir ce qu'il se passe, peut-être que leur compte a été piraté. Mais Daniel ne répond pas. Après plusieurs messages, Bogdana décide de contacter Christine, la mère de Daniel. Elle sait que tous les deux sont très proches et qu'ils s'appellent quotidiennement. Après cet appel, Christine tente de joindre son fils, mais il ne répond toujours pas. Elle lui envoie plusieurs messages, rien. Elle commence à s'inquiéter et tente d'appeler Sierra, qui ne décroche pas non plus. Elle lui envoie un texto lui disant qu'elle cherche à joindre son père. C'est soulagée qu'elle entend alors un bip retentir sur son téléphone, c'est sa petite fille Sierra. L'adolescente l'informe par texto que le téléphone portable de son père est cassé et qu'il va l'amener à réparer. En attendant, elle dit à sa grand-mère qu'elle passera le message à son père pour qu'il la recontacte. Christine est alors rassurée de savoir que son fils et sa petite-fille se portent bien. La nuit passe et, le lendemain matin, Christine n'a toujours aucune nouvelle de son fils. Elle trouve cela plutôt curieux, il est rare que Daniel ne soit pas joignable ainsi, d'autant plus qu'il sait qu'elle est du genre à s'inquiéter rapidement. Peut-être que Sierra a oublié de lui passer le message. Elle décide donc, sachant que son téléphone est cassé, de rappeler Sierra pour enfin avoir son fils. Lorsque l'adolescente répond, elle lui dit que Daniel est sous la douche et qu'elle lui dira de la rappeler.
Christine sent alors qu'il se passe quelque chose de grave, les minutes s'écoulent et son fils ne la rappelle toujours pas. Au bout d'un moment, elle recontacte sa petite fille sur son téléphone, mais cette fois-ci, elle ne répond pas. Christine, très inquiète, contacte alors la propriétaire de Daniel, Peggy, qui est une amie à lui qu'elle connaît bien. Elle lui raconte que depuis 2 jours, elle cherche à joindre Daniel, mais il ne répond pas. De plus, Sierra a une attitude bizarre, elle lui demande alors de passer à la maison pour voir ce qu'il se passe. Elle a un mauvais pressentiment. Peggy, comprenant l'inquiétude de Christine, lui promet de passer voir ce qu'il se passe, cependant elle n'est pas à côté et elle ne pourra y aller que plus tard. Christine la remercie. Mais plus le temps passe, plus elle gamberge, et si il lui était arrivé quelque chose de grave, si il avait besoin d'assistance. Était-il vraiment prudent d'attendre jusqu'au soir le passage de Peggy ? Elle décide donc de contacter le 911 pour leur demander d'aller faire un contrôle au domicile de son fils. Yeah, hi, I need a welfare check. I don't know if On who are we doing a welfare check? for my son. He's been missing for 2 days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called. There's nobody answering the phone and there's nothing. It's really, he just doesn't act like this. Okay. Does he live alone? He lives with his 16-year-old daughter who is not answering the phone. Okay. Or replying to a text. Mm-hmm. Seulement, entre-temps, Peggy, la propriétaire et amie de Daniel, le connaissant bien, est elle aussi inquiète. Elle décide alors de changer son emploi du temps pour pouvoir faire un saut chez son locataire, mais elle n'est pas rassurée et demande à un ami à elle de l'accompagner. Peggy et son ami arrivent donc avant les forces de l'ordre chez Daniel et Sierra. Une fois chez lui, il constate tout de suite que sa voiture n'est pas garée devant la maison. Il frappe à la porte d'entrée mais personne ne répond. Constatant surpris que la porte n'est pas verrouillée, il décide d'entrer. Mais il n'était pas préparé à ce qu'ils allaient découvrir. Dès qu'ils franchissent la porte d'entrée, ils sont tout de suite frappés par une odeur de brûlé, comme s'il y avait eu un incendie récemment. En entrant dans le salon, ils remarquent une grosse tache noire de brûlé sur le sol. Inquiets, ils se dirigent ensuite dans le garage où ils perçoivent une forte odeur d'essence. En balayant la pièce du regard, ils constatent qu'un sac de couchage se trouve sur le sol. Ils regardent d'un peu plus près et c'est avec effroi qu'ils se rendent compte que c'est le corps de Daniel qui se trouve à l'intérieur. Totalement paniqués, les 2 amis se mettent à courir hors de la maison. Ils contactent alors le 911, encore sous le choc. Oh my God, there's a dead body in the garage. We just found him with the homeowner that doesn't live here. Lorsque la police arrive, ils constatent effectivement que le corps brûlé de Daniel se trouve bien dans le sac de couchage. En fouillant la maison, ils trouvent une tronçonneuse sur le sol du salon, une scie manuelle dans la cuisine, cette dernière est couverte de sang et de tissu humain. 2 couteaux sont dans l'évier, une bouteille de liquide inflammable et un briquet sont également découverts. L'autopsie va révéler que Daniel a été poignardé 70 fois, dont 42 fois dans le dos. L'un des coups de couteau a sectionné sa carotide, ce qui lui a été fatal. Ses 2 poumons ont également été perforés et de nombreuses mutilations dues à la scie sont présentes sur son corps. Enfin, le corps du pauvre Daniel a été arrosé d'essence et incendié. 40% de son corps est brûlé. Après cette terrible découverte, la première question que se posent les enquêteurs est « Où est Sierra ?» La jeune fille est injoignable, ils décident donc de contacter les parents d'Aaron pour en savoir plus. Ces derniers leur apprennent que depuis 2 jours, Aaron s'est enfui de chez eux, ils n'ont depuis aucune nouvelle. Ils interrogent alors les caméras de surveillance se trouvant aux alentours. Sierra et Aaron ont été filmés retirant de l'argent dans plusieurs distributeurs de Las Vegas avec la carte du compte commun que Daniel avait gardé avec Bogdana. Après cela, ils sont aperçus dans un supermarché achetant différents articles tels qu'une bouteille de Javel et des gants jetables. Pour finir, ils se rendent dans un magasin de bricolage pour y acheter une tronçonneuse, une scie et du liquide inflammable,
toujours avec la carte de Daniel. Les policiers constatent ensuite que, quelques heures avant la découverte du corps de Daniel, la voiture de celui-ci fut filmée quittant le quartier. Ils ont alors la conviction que le couple n'est pas étranger au meurtre du pauvre père de famille et les autorités émettent un mandat d'arrêt à leur encontre. 5 jours après cette terrible découverte, Sierra et Aaron sont repérés par des caméras de surveillance à 400 miles de là, dans la ville de Salt Lake City. Quelques heures plus tard, alors qu'ils sont tranquillement dans un train s'embrassant et se câlinant, des contrôleurs montent pour vérifier les titres de transport. Malheureusement pour eux, Aaron et Sierra n'ont pas de billets. Les contrôleurs prennent alors leur identité et lorsqu'ils rentrent leur nom dans le logiciel, ils se rendent compte qu'ils sont recherchés au Nevada pour meurtre. C'est ainsi que tous les deux sont arrêtés. Quelques jours après leur arrestation, la voiture de Daniel est finalement retrouvée. Dans le coffre se trouvait une couverture ensanglantée. Mais la découverte la plus choquante est une vidéo se trouvant dans le téléphone de Sierra. On y voit les deux amoureux allongés et avouant avoir tué quelqu'un. Je vous mets la vidéo et regardez bien l'attitude d'Aaron que je trouve vraiment dérangeante. I don't know what to say. Welcome back to our YouTube channel. After murdering, day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on the camera. It was worth it. And we had sex a lot today. It was worth it. Yeah, plenty of sex. As payment for doing it. And no bleeding this time. We got through that. We overcame. Yeah. So yeah. À l'annonce de l'arrestation de Sierra et Aaron, tout le monde était sous le choc. La famille de Daniel, sa mère, ses frères et sœurs ont déclaré publiquement qu'ils espéraient que tous les deux reçoivent la peine la plus sévère possible. Tous les deux ont été accusés de meurtre, de complot, de vol, d'incendie criminel et d'utilisation frauduleuse de cartes. Contre toute attente, lors de la mise en accusation le 25 juin 2021, alors que toutes les preuves les désignaient, la vidéo, les achats, Sierra et Aaron ont plaidé non coupables. Aaron encourait alors la peine de mort et Sierra, bien qu'elle soit mineure, était accusée en tant qu'adulte, évitant la peine de mort mais risquant la perpétuité. Aaron se paya le luxe de se faire défendre par l'avocat ayant défendu O.J. Simpson en 2007. Cependant, après réflexion, en mai 2022, tous les deux décident finalement de plaider coupables, évitant ainsi un procès et une peine de mort pour Aaron. Le 20 octobre 2022, Sierra et Aaron ont tous les deux été condamnés à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Lors de l'audience, le juge leur a laissé la possibilité de faire une dernière déclaration. Sierra a alors lu une lettre dans laquelle elle accusait son père d'abus sexuels et de harcèlement. Selon elle, il l'aurait poussé à boire de l'alcool. Elle a déclaré « Mon père biologique m'a traumatisé, un traumatisme que je dois encore traverser tous les jours ». Aaron, de son côté, a exprimé des remords. Il s'est excusé auprès de la famille du pauvre Daniel, déclarant qu'il ne méritait pas de mourir ainsi. Après les déclarations de sa petite fille, Christine s'est dite outrée. Selon elle, tout ceci n'est encore une fois que mensonge. Daniel était un bon père, un père aimant qui ne souhaitait que le bonheur de ses enfants. Cette histoire fait froid dans le dos lorsque ce sont les enfants qui tuent leurs parents, c'est toujours si choquant. J'ai récemment publié une compilation des différentes affaires que j'ai pu traiter sur la chaîne dans lesquelles les enfants tuent leurs parents. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'ai vraiment de la peine pour Daniel, il m'a touchée. Il semblait être un bon père, un père aimant. Pendant la carrière politique d'Elisabeth, c'était lui qui s'occupait de leurs enfants. Après l'infidélité de sa première femme et leur dernière dispute, il a été séparé de ses enfants car c'est elle qui a obtenu leur garde. Ils ont grandi loin de lui. D'enfants, ils sont devenus adolescents loin de ses yeux.
Néanmoins, il s'est toujours battu pour obtenir leur garde, il n'a cessé d'entretenir le lien avec eux. J'imagine qu'à leur retour, il devait vouloir rattraper en quelque sorte le temps perdu. Daniel n'était sans doute pas un homme parfait, durant le divorce il y a eu de nombreuses attaques de part et d'autre, mais il a toujours fait ce qu'il pouvait pour ses enfants, il ne les a jamais abandonnés. Comme le démontrent ses réseaux sociaux, il semblait essayer chaque jour d'être une meilleure personne que la veille, c'était un optimiste qui cherchait toujours à voir le bon côté des choses. Il ne méritait certainement pas de mourir ainsi et encore moins des mains de sa fille et de son petit copain. Concernant Sierra, je ne sais pas exactement comment elle et Aaron se sont rencontrés, j'aurais bien aimé connaître les circonstances. D'ailleurs, il semble que l'adolescente était sous son emprise, il était plus âgé qu'elle, et même si 3 ans ce n'est, il est vrai, pas beaucoup, mais dans une période comme l'adolescence, 3 ans c'est quand même important. Sierra m'a semblé terriblement froide. Elle n'a demandé à vivre avec son père que lorsqu'elle a rencontré Aaron et ça ne m'étonnerait pas que ce soit parce que son père lui donnait plus de liberté. Le pauvre avait à cœur de renouer le lien avec sa fille, mais celle-ci n'était pas intéressée. La seule chose qui la préoccupait, c'était son couple avec Aaron. Aussi, lorsqu'il a découvert que sa fille et son petit copain prévoyaient de les voler pour s'enfuir tous les deux, il a fait ce que tout parent responsable ferait, c'est-à-dire prévenir les autres parents qui, ensemble, ont décidé d'éloigner ce couple, la relation leur semblant toxique. Malheureusement, Sierra a pris cela comme une trahison de la part de son père. À cause de lui, elle ne pouvait plus voir son amour. Son père se dressait tel un obstacle à son histoire. Ils ont donc décidé d'éliminer l'obstacle froidement. Personnellement, je vous avoue que j'ai été choquée par la légèreté affichée dans la vidéo où ils évoquent le fait d'avoir tué quelqu'un, aucune tristesse, aucun remords, aucun regret, alors qu'elle venait juste de tuer son propre père. J'ai aussi été interpellée par sa dernière déclaration dans laquelle elle disait que son père avait abusé d'elle. De ce que j'ai trouvé, aucune preuve ne va dans ce sens. Certains disent que Daniel était peut-être un peu manipulateur afin de s'accaparer sa fille aux dépens de son ex-femme, mais personne n'évoque de signes d'abus. Si c'est une fois de plus un mensonge, cela nous démontrerait l'égoïsme et le manque de remords de la part de Sierra, qui n'a pas hésité une fois de plus, après avoir tué son père pour justifier ses actes, de salir sa mémoire. J'espère que Dana et Jordan, le grand frère et la grande sœur de Sierra, se remettront de cette terrible perte. Ce jour-là, ils ont non seulement perdu leur papa, mais aussi leur petite sœur. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez trouvé cette vidéo informative. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Daniel dans les commentaires. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, le lien se trouve en description. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!